par-delà l'horizon. Bienvenue, chers auditeurs, à cette nouvelle émission Par-delà l'horizon avec Jasmin Roy. Bonjour. Et moi-même Hervé Leguet. Cette émission aura pour but d'avoir des invités, de comprendre l'évolution du monde. Et ce sera plus une émission de géopolitique, de sociologie. Et nous allons démarrer aujourd'hui par comme thème l'islam. L'islam dans le monde, dans les pays musulmans, quelle évolution. Et nous avons pour cela deux invités. Avec nous Shima Khan. Bonjour. Et monsieur Ali Ketani. Bonjour. Alors, Jasmin, tu peux... Oui, eh bien, il se trouve que présentement, l'université du Manitoba, et plus précisément le collège Saint-André, est l'hôte d'un programme d'éducation qui a trait à la formation de la foi musulmane. Et Shima, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici à Winnipeg dans ce programme d'éducation? Je suis venue pour mieux comprendre l'islam, mon religion, et pour aussi rencontrer des autres musulmans et musulmanes ici au Canada qui sont venus des États-Unis et aussi partout le Canada. C'est un programme qui a lieu quoi, une fois par année? Une fois par année. Et l'année prochaine, ça sera à l'Angleterre. Très bien. Et est-ce que vous y prenez part à chaque année? Oui, je l'ai pris l'année passée aux États-Unis. Parlez-nous un peu de vous comme personne. D'où venez-vous? Quelles sont vos origines? Je suis née en Inde, puis je suis venue à Montréal en 1965. Et j'ai vécu presque toute ma vie là-bas. Mais pour cette année, je suis allée aux États-Unis pour faire des études pour le doctorat. Et après que j'ai fini en 1991, je suis revenue à Montréal. Et maintenant, je travaille à l'Université de McGill dans le département de chimie. J'ai fait des recherches scientifiques. Vous enseignez à McGill? Pas encore. Et est-ce que vous avez toujours été musulman? Oui, je suis née dans une famille musulmane. Très bien. Et vous, Ali, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Moi, j'ai été invité pour donner des cours à ce cours. Donc, vous donnez des cours dans ce programme? Des cours, justement. Et c'était une belle occasion de rencontrer des jeunes de la communauté musulmane canadienne et américaine. Et parlez-nous un peu de vous. D'où venez-vous? Moi, je suis né à Fès, au Maroc. Au Maroc. Et j'ai été pratiquement toute ma vie à l'extérieur du Maroc parce que j'ai fait mes études en Suisse. Puis j'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Quel genre d'études? J'ai eu d'ingénieur électricien. Je suis professeur de génie électrique. Nous sommes scientifiques d'ailleurs. Donc c'est un congrès très éduqué. Oui, dans un sens. Et vous, est-ce que vous avez toujours été musulman? Oui, je suis né d'une famille musulmane aussi. Et est-ce que vous avez une fonction religieuse pour donner des cours? Non, je ne donne pas de cours de religion. D'ailleurs, je donne des cours de géopolitique et sur les problèmes des minorités musulmanes autour du monde. C'est un sujet qui m'attire beaucoup. Et par conséquent, c'est le domaine que j'enseigne ici dans ce cours-là. C'est vraiment pas une réunion, disons, religieuse au sens strict du terme. Vous faites souvent des conférences. Comment les gens ont eu l'idée de vous inviter? Parce que je suis bien connu dans le problème des minorités musulmanes. J'ai écrit plusieurs livres, j'ai plusieurs articles. Et je suis connu dans ce domaine-là, en dehors du domaine du génie électrique. Et donc vous opérez surtout en Amérique du Nord, aussi en Europe? Non, je suis au Maghreb? Non, je suis l'auteur d'un livre en anglais qui s'appelle Les minorités musulmanes dans le monde aujourd'hui. Et je parle des minorités musulmanes dans le monde entier. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, je voudrais parler un peu plus à Khan, à Shima.
Alors Shima, je vous décris, vous êtes donc indienne, comme Jasmin l'a dit. Vous, bien sûr, vous portez le voile, un voile blanc, et qui vous recouvre presque les cheveux. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler assez personnellement, qu'est-ce que le fait d'être musulmane affecte dans votre vie? Alors, je dois admettre que j'ai pas porté le voile pour toute ma vie. Ça fait seulement 5 ans que je l'ai fait. Même que j'étais musulmane toute ma vie, je ne connaissais pas vraiment ce qu'était l'islam. Et quand j'étais aux États-Unis et je vivais parmi les étudiants et je parlais avec eux de la philosophie, de l'histoire, de la science, de la loi, tous les sujets. Je cherchais, comment est-ce qu'on dirait, la vérité. Et en cherchant, j'ai étudié des autres religions, j'ai étudié le féminisme et aussi l'islam, en lisant le Coran, en parlant avec les gens. Et j'ai décidé que je voulais être honnête avec moi-même. Et je voulais être musulmane pour la vie, pour toute la journée. Pas une fois par semaine, pas deux fois par année, mais pour la vie. Et alors j'ai décidé de soumettre à Dieu. Et ça, c'est ça ce que l'islam veut dire. De soumettre volontairement à Dieu. Et qu'est-ce que le voile représente? Pour nous, les musulmans, nous avons, comment est-ce qu'on dirait, une sorte de règle, de code? Mais des règles pour le comportement. Une certaine éthique. Éthique, oui. Et pour les femmes et les hommes, nous avons l'éthique pour comment on va s'habiller pour qu'on soit propre dans notre société. C'est-à-dire, d'après ce que je connais du Coran, le Coran est aussi un livre spirituel, mais aussi un livre sur lequel il y a marqué quel genre de comportement il faut avoir aussi dans la vie, oui, et qui affecte la vie quotidienne de tous les jours, c'est ça? C'est vrai. Alors, et c'est dans ce sens-là que vous portez le voile? C'est vrai. Parce que j'ai commencé non seulement à porter la voile, mais j'ai commencé à faire les prières. Il y avait beaucoup de changements à l'intérieur. Et ce que vous voyez à l'extérieur, c'est le résultat des changements à l'intérieur. Et pour moi, j'aimerais, comment est-ce qu'on dit, suivre les règles dans le Coran. Et qu'est-ce qui a amené cette vocation? C'est la lecture du Coran? C'est une réflexion vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous aurez pu devenir, je veux dire, plus chrétienne si vous seriez plus intéressée à la Bible, ou etc. Est-ce que c'est la beauté du Coran? J'ai souvent entendu dire que le Coran était si beau que des gens tombaient assez fascinés. Ou bien est-ce que vous avez été influencé par le fait que vous étiez né dans un environnement musulman, vous aviez grandi dans un environnement musulman? Je crois que ce sont toutes ces choses, mais aussi en lisant le Coran, on est demandé de penser, de réfléchir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas croyé seulement aveuglement. J'ai pensé, j'ai réfléchi. Le Coran nous pose des questions. Alors moi ça m'intéresse parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez docteur en physique-chimie. Oui. Vous êtes aussi une femme, vous aviez eu des tentations féministes. Alors comment vous arrivez à concilier tout ça? Je veux dire, est-ce que c'est possible? C'est possible parce qu'en lisant le Coran, on ne voit pas des préjudices. Des préjugés. Parce qu'en lisant les livres féministes, moi je les ai pas aimés parce que pour leur solution, on ne demande pas les hommes. Comment est-ce qu'on va améliorer la situation? C'est souvent pour les femmes pour se sentir mieux.
Mais il y a une thème contre les hommes, je trouve, dans le féminisme. Et j'ai pas aimé ça. Parce que pour moi, si on va améliorer la société, il faut avoir tous les gens, pas seulement les femmes. Dans le cas du physique, mais pour nous les musulmans, en voyant la création, en étudiant les sciences, mais pour moi, je vois les signes de la créature, pour moi. Alors quand j'étudie la physique, quand j'étudie la chimie, je vois l'ordre, je vois la beauté. Oui. Et pour moi, c'est pas fait comme une chance. Il y a beaucoup d'ordre de beauté. Pour moi, il doit avoir quelque chose qui règle tout ça. Et pour moi, c'était jamais... comment est-ce qu'on dirait? Oui. Alors, oui, je trouve ça tout à fait intéressant, mais aussi, comme vous disiez tout à l'heure, dans le Coran, des règles absolues à suivre. Et est-ce que votre tentation d'esprit libre, d'esprit bien éduqué par l'université, est-ce que vous ne trouvez pas vous ne vous trouvez pas prisonnière de toutes ces règles? Parce que quand j'ai lu les règles, je voyais que les règles étaient là pour une bonne raison. Par exemple, l'alcool. J'ai vu à l'université l'effet de l'alcool sur les gens. Vraiment l'effet terrible. Et je voyais l'effet terrible sur les familles, sur les femmes, sur les jeunes hommes. Et alors j'ai vraiment j'ai vu comment est-ce qu'on dirait la désintégration. Oui, alors je vois pourquoi on ne doit pas boire l'alcool, parce que ça nous détruit. Même une petite goutte? Parce que si on fait une petite goutte, peut-être qu'il y aura un autre, puis une autre, comme ça. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. Nous allons écouter présentement une petite pièce de musique. Alors, on est de retour à l'émission Par-delà l'horizon. Et aujourd'hui, nous accueillons Mademoiselle Sheena Khan et Monsieur Ali Kettani. Donc, au début, en première partie, on s'adressait à Mademoiselle Khan. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à Monsieur Kettani. De la même façon qu'on remarque chez Sheena qu'elle porte le voile, alors j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui distingue l'homme musulman? Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond au voile chez la femme? En réalité, le voile ne distingue pas la femme musulmane de la femme non musulmane, puisque même dans la religion catholique, il y a des femmes qui portent le voile, à l'église par exemple. Le symbole est peut-être différent, par exemple. Pas exactement. Il y a un code islamique d'habillement, des règles, des principes en général qui s'appliquent aux hommes comme aux femmes. Et la règle est très simple. La religion musulmane insiste sur que les relations ou les messages sexuels soient entre les époux et soient complètement limités en dehors. Par conséquent, pour un musulman, qu'il soit ou une musulmane, que soit femme ou homme, il y a un code d'habillement qui doit prohiber de montrer le corps. Chez la femme aussi bien que chez l'homme. C'est le même code. Et chez l'homme, ça se traduit par une barbe. Bon, la barbe, vraiment, c'est une autre histoire. Non? La barbe, c'est une autre histoire. La barbe, les gens qui portent la barbe, c'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète porte la barbe et portait la barbe. Et par conséquent, tout acte d'un musulman qui, disons, suit le prophète est considéré un acte bien. Par conséquent, la barbe n'a pas pour l'homme le même rôle que le foulard. Pour vous, c'est quoi? Moi, je n'ai pas de barbe. Non, oui. non, mais je veux dire l'équivalent du voile. Mais l'équivalent du voile, c'est que moi, par exemple, je ne peux pas aller me balader dans la rue en short, par exemple.
si je veux vraiment suivre l'islam. Je ne peux pas aller me balader sans chemise ou avec des habits qui sont trop serrés, qui montrent complètement ma forme. C'est vraiment pratiquement la même chose en réalité. Mais Shima me disait plutôt que le voile représente l'humilité, que ça sert un peu à donner l'image que la femme musulmane est franchement. Alors, corrige-moi, Shima, c'est... Je pense pas que j'ai pas dit, c'est moi. OK. Mais je l'ai entendu dire. Le voile, franchement, il est mal compris dans des pays non musulmans, surtout par exemple en France. Oui, à ce propos, j'aurais une petite anecdote à raconter. Ça s'est passé à peu près il y a 3 ans en France. La France, il faut savoir, c'est un pays qui se veut laïque et républicain. C'est-à-dire que dans toutes ces écoles, dans tous les organismes d'État, il est interdit de professer une religion ou une doctrine politique quelconque. Donc, il y a pour cela des écoles confessionnelles si on veut donner aux enfants une éducation chrétienne ou catholique. Je ne sais pas s'il doit peut-être exister des écoles musulmanes, j'en sais rien. Mais en fait, le problème s'est posé en France. Est-ce que le port du voile fait atteinte à ce principe d'école laïque? Et en fait, effectivement, c'est marqué dans tous les règlements que le port de tout artifice pouvant conduire à la distinction, etc., était prohibé. Et donc, un proviseur a été amené à demander à une jeune fille d'enlever son voile, et la jeune fille a refusé. Et le proviseur a exclu la fille pendant 3 jours, et en lui demandant. Alors, les médias sont emparés de l'affaire, ça en a fait un retentissement national, parce que c'était juste, il n'y avait pas grand-chose dans les médias, mais l'opinion publique s'est emparée vraiment de cette histoire. Et en fait, ça déviait sur un problème d'intégration. Parce que il y avait pour l'opinion publique française, en majorité, suivait le proviseur. Le proviseur avait, ça devait être plus de 70% de gens qui approuvaient. Ça allait aussi bien du français raciste au français très tolérant, mais qui respectait le principe de laïcité, etc. Mais en fait, ce qui a contribué aussi à donner donner un fossé entre la communauté musulmane et aussi le reste de la population française, parce que il y avait aussi pour les gens cette incompréhension. Il y avait aussi beaucoup d'incompréhension de voir la femme qu'on imagine obligée de porter le foulard pour satisfaire les volontés de son mari. Enfin, c'était tout ça qui ressurgissait, et donc. Enfin bon, je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que vous, ici au Canada, vous vivez ça? Non, moi-même, je trouve ici que les gens sont ouverts au foulard, et ils l'acceptent plus qu'à l'Europe. Mais j'ai des problèmes. Par exemple, je suis allée, ça fait un mois, pour trouver un emploi. Je suis allée pendant l'interview. L'homme m'a demandé que si je travaillais, si j'allais porter le foulard. Même si j'ai un doctorat de Harvard ou de quoi. Ça, pour lui, c'était le foulard. Et je lui ai dit que j'allais le porter parce que ça, ce que je crois dans ça. Et pour moi, si vous me jugez-moi sur mon travail, pas comment j'habille. C'est ça le principe. Et c'est ça le principe qu'on veut dire aux gens. Jugez-nous comment on travaille, on fait notre travail, comment on fonctionne dans la société, mais pas comment on s'habille. Alors, c'est ce que je voudrais dire ici. Je voudrais faire une remarque. L'incompréhension en ce qui concerne le voile en France a été énorme. J'ai lu dans la presse, par exemple, que le voile, c'était une soumission de la femme.
Alors Shima est une preuve qu'en réalité, c'est elle qui a choisi. Pour elle, c'est une libération. Au contraire, c'est sa décision. Une libération de l'esprit. Oui. De l'esprit. Libération de l'esprit. Personne ne lui a imposé. Et libération de la pression par la société pour montrer le corps. Oui. Ce qu'on a dit aussi en France, c'est que le voile est contre l'intégration. Mais Shima, par exemple, est venue au Canada à l'âge peut-être de 3-4 ans, une petite fille. Elle a fait ses études, elle a fait son doctorat dans les meilleures universités aux États-Unis, à Harvard, elle a eu son doctorat. Elle est intégrée dans la société, c'est l'exemple de la fille complètement intégrée. Donc le voile n'a rien à faire avec l'intégration. Elle parle les 2 langues du pays, elle a la nationalité, etc. etc. D'ailleurs, la Cour suprême en France, elle a décidé que le voile n'est pas contre la laïcité, il y a un ou 2 mois. Évidemment, toutes ces discussions dans la presse ont été utiles en France, parce que il y a un problème en France. Un problème qui est en train de trouver une solution, parce que en France, qui avait une culture complètement à 100% judéo-chrétienne, laïque, mais judéo-chrétienne quand même, s'est trouvé soudainement en présence d'une communauté musulmane. C'est un fait nouveau. C'est normal qu'il doit y avoir des ajustements. C'est bénéfique, cette discussion qui a été en concernant le voile et autre chose. Tout à fait. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur cette communauté maghrébine, enfin musulmane en France, que je connais beaucoup. D'ailleurs, mon meilleur ami est marocain. J'aimerais le saluer. Il m'écoute pas, mais j'ai enregistré l'émission. Puis je vais lui envoyer. Mais j'apprécie beaucoup cet apport, c'est vrai, des communautés maghrébines, avec toute leur chaleur et puis leur culture différente. Mais j'ai constaté qu'il y a quand même 3 catégories d'immigrés en France. Il y a ceux que j'appelle, alors vous me direz si vous en faites partie ou pas, ceux que j'appelle les modérés. C'est-à-dire les modérés, c'est ceux qui sont attachés à l'islam aussi, mais je veux dire qui vont boire un coup avec le copain, qui font le ramadan, mais des fois, bon, quand ils vont en voyage, ils font un peu moins, ou etc. Il n'y a pas toute cette rigidité qu'on trouve dans d'autres personnes, mais aussi c'est des personnes qui, malgré tout, je suis désolé de le dire, mais qui s'intègrent quand même beaucoup mieux à la société. Il y a la deuxième partie avec lesquelles aussi j'ai travaillé, parce que beaucoup de chercheurs en France viennent du pays du Maghreb, et c'est des parties où vraiment il y a un comportement, je dirais, très rigide, très strict. Et je vais donner un exemple. Par exemple, si on fait un pot dans une entreprise où pour l'occasion de la naissance d'un bébé, etc., et qu'il y a l'alcool, ils ne viendront pas parce qu'ils ne veulent pas participer à un festin où il y a de l'alcool. Je ne sais pas, c'est peut-être contraire. Mais disons, tout ça, c'est dans ce sens-là que je disais que ça crée de l'incompréhension vis-à-vis des gens. Et ce qui fait que ces personnes sont un peu moins, ils sont moins intégrés, c'est certain. Mais ceci dit, ils sont très forts entre eux. Il y a une très forte solidarité entre eux, etc. Mais bon, il y a la 3e catégorie que moi j'appelle les déracinés. Alors c'est ceux qui oscillent entre les deux, mais qui en fait n'ont aucun recours, parce que les modérés, je veux dire, ils sont intégrés au pays, ils ont leurs copains français, ils ont leur alors d'un côté, bon, je veux dire, ils retombent dans leurs origines, et puis d'un autre côté, alors ils ne s'y plaisent pas, ils ne se reconnaissent pas. Ils sont aliénés. Ils ne se reconnaissent pas. Le choc culturel. Exactement. Oui, mais je pense que c'est une vue complètement qui est, je m'excuse de le dire, un peu faussée d'une communauté musulmane. Par exemple, vraiment, la communauté musulmane n'a rien à faire avec la nationalité, parce que la religion musulmane est une religion universelle. On peut parfaitement être complètement français, aussi français que n'importe quel autre français, être musulman, comme on peut être canadien ou américain, ou marocain, ou indien, ou ski. Alors, et la preuve, c'est qu'en France, il y a plus de 200 000 à 300 000 Français de souche, pas naturalisés, ou qui sont musulmans. Alors,
il y a des gens fameux, comme Roger Garaudy par exemple, et comme... un chanteur aussi. Il y a des gens fameux, plusieurs personnalités des arts, de la presse, le monde des sciences, etc., des philosophes, qui en Angleterre, quand Steven à Irlande. Alors, on ne peut pas voir l'islam et l'intégrer, c'est deux choses tout à fait différentes, complètement différentes. Et ce qui est vraiment grave, qu'on doit voir, ce n'est pas être attaché à sa religion, que ce soit chrétienne ou musulmane, c'est l'exclusivité. Alors, quand on devient exclusif, ça c'est mauvais. Et il y a des éléments exclusifs dans la communauté musulmane. Heureusement, ils sont extrêmement minoritaires, comme il y a aussi dans la religion chrétienne, ou je veux dire chrétienne en général, juifs et chrétiens, qui sont exclusivistes. Ils sont heureusement aussi minoritaires. Alors, le monde de demain sera un monde qui sera uni, mais dans la différence, dans le respect de la différence. Et je pense que c'est très important pour le musulman et le non-musulman, dans une société multiculturelle, c'est de se respecter, d'avoir cette chaleur vers le voisin même différent, et surtout différent, parce que la différence fait vraiment la richesse d'une société. Alors c'est pour ça que les musulmans, et nous particulièrement, moi particulièrement, je suis abhorré de voir par exemple des guerres qui se passent pour lutter pour une pureté ethnique ou une pureté religieuse. C'est affreux. On retourne au temps du Moyen-Âge. Je pense que la société de demain, que ce soit en Amérique ou dans le monde musulman ou en Europe ou ailleurs, ce doit être une société multiculturelle où le respect ne dépend pas, le respect d'une personne à l'autre ne dépend pas des idées de l'autre ou de la façon de s'habiller de l'autre ou de la façon de manger, de boire de l'autre. Très bien. Alors, nous reviendrons après ce petit bout de musique. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKXL avec Par-delà l'horizon. Aujourd'hui, nous accueillons Shina Khan et Ali Ketani et nous parlons de l'islam. Alors, j'ai une petite théorie personnelle sur la recrudescence de l'islam à travers le monde. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Enfin, bon, c'est encore peut-être un point de vue assez français, mais en fait, j'y vois, disons, trois offenses, peut-être que les musulmans ont pu, enfin pas trois offenses, disons trois faits majeurs. Premièrement, c'est bien sûr été, je pense, la révolution islamique en Iran, avec toutes les conséquences qu'il y a eu dans toutes les sociétés musulmanes, mais très récemment. Enfin, bon, c'est peut-être encore un point de vue français. Il y a eu forcément, en France, il y a eu cette affaire du foulard islamique, qui est vraiment... Mais il y a aussi, je pense, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, où Saddam Hussein a quand même joué la carte musulmane à fond, et on a vu aussi des musulmans applaudir quand Israël recevait des missiles envoyés d'Irak. Et puis, tout récemment, je pense qu'il y a eu... la tragédie bosniaque où on montre un peuple musulman et qui est blanc, même blanc, il se fait maltraiter. Alors, et les pays n'interviennent pas. Alors, c'est donc qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il est musulman, non? Est-ce que vous suivez ça? Je pense qu'il y a ces trois faits majeurs qui ont fait, en tout cas, grandir un sentiment d'appartenance, même ou d'offense, enfin d'attaque, peut-être. Non, je sais pas. En réalité, vous avez lu le livre de Amin Maalouf, Les croisades comptées par les Arabes? Non. C'est un livre en français qui est très bien, un livre vraiment bien, et qui est traduit en anglais aussi. Amin Maalouf est un écrivain d'origine libanaise, mais français. Et l'importance de son livre, c'est que chaque événement, il est vu différemment par deux sociétés différentes. La communauté musulmane s'est vue vraiment agressée pendant des siècles. Spécifiquement.
uniquement par l'Occident. Le temps de colonisation, c'est une histoire qui a marqué les peuples musulmans. Pendant 2 siècles, tout le monde musulman était colonisé par un État européen ou un autre. Et moi, je l'ai subi, cette colonisation. C'est pas gai, c'est pas gai. Et puis plus tard, c'était le début de la guerre mondiale. Les grands principes, etc. Les musulmans, surtout les musulmans arabes et les musulmans d'Asie, etc., d'Afrique, qui ont cru. Ils ont pensé que les temps de guerre de religion sont passés. Et maintenant, il y a un temps de libéralisme. Et à un certain moment, il y avait ce nationalisme, le temps du nationalisme arabe, nationalisme turc, etc., etc. Mais avec le temps, les peuples musulmans se sont trahis. Ils se sont vus exploités. Des dictateurs ont été supportés pour les exploiter au nom de puissances encore plus grandes. Il y en a quelques-uns qui ont cru au communisme. Ils ont été exploités aussi. Avec la chute des idéologies, il y avait un vide dans ce monde musulman énorme. Et ce vide est en train de se faire remplacer par un retour aux sources. C'est pour ça que les gens, la plupart des gens qui retournent aux sources islamiques, c'est les gens les plus éduqués. Je voudrais dire même les plus occidentalisés. Ceux qui ont été éduqués en Occident, etc. Et en réalité, ce retour aux sources n'est pas le fait des musulmans seulement. Il y a un retour de sources chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez les hindous. Il y a un vide spirituel qu'on voit. Maintenant, ce sentiment d'être agressé dans la communauté musulmane continue. Par exemple, la révolution de l'Iran. Vous parlez de la révolution de l'Iran. Vous parlez d'un résultat, mais vous ne pouvez pas parler de l'autre. Le gouvernement du Shah, son oppression, ça va. La déculturisation du peuple iranien, le manque de respect total à la religion musulmane dans ce pays, etc. Et donc c'est normal. La révolution en Iran, c'était une révolution populaire, vraiment, un peu comme la révolution française. Alors, toute révolution a ses excès. Moi, je veux parler sur l'autre, en parlant par exemple de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, sans passer évidemment par les événements de Palestine, 48, une population déplacée, remplacée par une autre population, etc. Je ne veux pas entrer en politique, mais je passerai plus loin. Par exemple, la guerre du Golfe, très bien, 30 États occidentaux. Les petites gens voient, regardent, la télévision, etc. C'était une guerre télévisionnée, c'était un peu comme le cinéma, le Hollywood. 30 États, avec leur avion, etc., sont venus pourquoi? Pour libérer un petit État agressé par un autre, l'Irak, soi-disant. Le Koweït agressé par l'Irak. Très beau, très joli. Alors le raisonnement qui suit, bon, vous avez libéré les Koweïtiens, pourquoi ne pas libérer les Palestiniens? Et maintenant, la tragédie bosnienne, une autre agression affreuse, énorme, terrible. Le génocide, etc. Tout ce qu'on a lu, nous, qui avons été dans des écoles françaises et anglaises et américaines, etc. Toutes les saloperies que Hitler a fait, etc. Les gens, ils sont en train de le faire maintenant et on les banalise. Un peuple qu'on est en train de détruire, le génocide, la destruction, le viol en masse, etc., l'élimination de toute une nation, de son territoire, etc. Et enfin, on les banalise. Les criminels de guerre qui ont été jugés criminels de guerre, on est en train de discuter eux, etc. Et ils gagnent ce qu'ils ont. Donc le musulman de la rue, ici, mais voilà, on est les mal-aimés de la planète. Je pense qu'il faut aussi resituer le contexte que la religion musulmane, c'est principalement la religion des Arabes, et les Arabes, c'est quand même un peuple très fier. Et non, la religion musulmane n'est pas la religion des Arabes. En réalité, si vous voulez, en temps de nombre, les Arabes forment peut-être 15% des musulmans du monde. Oh. Sur 1,2 milliard de musulmans, il y a peut-être 150 millions d'Arabes. Donc, ils sont, au point de vue principe, il n'y a pas d'idée de peuple élu en islam.
C'est une égalité complète. Il y a absolument... Non, mais cette idée d'oppression, ça s'est principalement développé dans le peuple arabe. Non, ce qui se passe en Bosnie est senti dans toute la communauté musulmane, qu'elle soit canadienne ou chinoise ou arabe. Parce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils se sont agressés. Je ne le pense pas, c'est la réalité. Oui, quelle différence Pensez-vous que si c'était un autre peuple, disons un autre peuple avec une autre religion, ça serait passé différemment? Mais quelle différence y a-t-il entre le croate et le serbe et le musulman? Ils sont tous des slaves, ils ont la même langue, ils ont la même ethnie, ceux-là sont musulmans. Si un Bosniaque change de religion, devient catholique ou orthodoxe, il n'a plus de problème, automatiquement. L'idée, ça, un point. L'autre point, c'est l'idée d'accepter le génocide contre n'importe quel peuple est ahurissante, inacceptable. Mais les atrocités se sont faites des deux côtés. Des trois côtés. Enfin, de tous les côtés. Non, le fait, c'est les musulmans qui sont massacrés, c'est les femmes musulmanes qui ont été violées, 50 000, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Moi, ce qui me gêne un peu... C'est banaliser le crime dans ce cas-là. Mais ce qui me gêne, c'est un peu l'exploitation, disons, pas politique, mais cette exploitation est un peu troublante quand on sait aussi que des pays comme l'Arabie Saoudite, ou enfin tous les grands pays qui supportent tous les États musulmans, ils envoient des gens et c'est très bien, dans les camps de réfugiés pour les aider, etc. Mais il y a quand même cette petite arrière-pensée derrière la tête de les rééduquer, parce qu'en fait c'était aussi un peuple bosnien qui a vécu sous Tito, c'est-à-dire que c'était un peuple communiste, et bon, la religion musulmane, je ne sais pas s'ils y étaient vraiment très attachés. C'est un peuple qui s'identifie comme musulman. Le fait qu'on les massacre pour être musulmans, ça montre leur attachement. Le fait aussi que c'est un État qui a été reconnu internationalement. Il y a un génocide contre cet État et ce génocide est accepté, c'est ahurissant. Ça montre un peu le double standard de l'Occident. Le double standard, aux yeux, moi je dis aux yeux de l'homme de la rue musulman. Le double standard, l'hypocrisie, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. Ok, enfin, on y reviendra. Eh bien, toujours à parler des pays musulmans. Après la révolution en Iran, on s'imaginait que, l'Occident, on s'imaginait, avait peur, la grande peur que le monde musulman se réveille, justement, avec cette oppression et dont vous parliez. Mais il faut constater aussi que c'est pas vraiment ce qui s'est passé, qu'il y a aussi beaucoup de diversité dans le monde musulman, et que que le monde musulman n'est pas si unifié qu'on veut bien le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord, parce que le monde musulman n'est pas représenté par les gouvernements musulmans, franchement. Les gouvernements musulmans, la plupart sont imposés. Il y a très peu de pays où les gouvernements sont choisis par les peuples, la démocratie, vous savez. Et les peuples sont unis. Et la preuve, c'est ici. Aux États-Unis, partout. Les communautés musulmanes ici au Canada, par exemple, elles représentent toutes les origines. Quand les gens émigrent, par exemple, d'Égypte, de l'Inde ou de la Chine, s'ils viennent ici, ils s'organisent comme des musulmans. Ils ne s'organisent pas comme des musulmans indiens et musulmans pakistanais et musulmans marocains. Donc, les peuples musulmans sont vraiment unis. Ils forment une communauté universelle, c'est un fait. Il y a eu pourtant beaucoup de guerres entre les pays musulmans. Il y a eu la guerre du Golfe, on a vu des guerres pas mal de... C'est des guerres d'intérêt plus grand où les peuples musulmans sont victimes de ces guerres plutôt que les instigateurs. Mais alors pourquoi la guerre du Golfe, c'est une guerre de pétrole, pas plus. Oui. Quand on peut se passer, quel rôle les peuples musulmans ont dans cette guerre? Ils sont les victimes. Oui, mais pourquoi ils ont accepté ça? Ils n'ont pas accepté, ça a été imposé. Par leur gouvernement? Par les forces qui ont tiré intérêt de ces guerres. Mais vous avez dit que les gouvernements ne représentent pas vraiment la volonté islamique. J'ai dit que les gouvernements de la plupart des pays musulmans, où il n'y a pas de démocratie,
S'il n'y a pas de démocratie, il ne représente pas le peuple. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, pour le Maghreb, qui vit quand même une situation très chaude? Je pense en Algérie. En Algérie, le Front islamique du salut est très très fort. Il y a eu un gouvernement, disons, pour empêcher la montée du Front islamique du salut. Il y a quand même cette résurgence. Est-ce que vous pensez que c'est aussi, je pense en Égypte où il y a eu beaucoup d'attentats par les islamistes. Qu'est-ce que vous préconisez pour ces pays-là? Moi, je suis contre tout genre de violence, qu'elle soit violence des individus, des organisations ou des gouvernements. Tout genre de violence. Un gouvernement qui tire sur une foule désarmée est un gouvernement criminel autant que le type qui envoie une bombe sur une... Mais un gouvernement en général qui doit avoir la respectabilité, c'est un gouvernement qui est choisi par le peuple. On doit avoir les mêmes principes pour le Canada, pour la France, que pour les pays d'Afrique du Nord ou n'importe où. Et on doit respecter les peuples. Que les peuples aient la possibilité de choisir leur gouvernement. Maintenant, si vous prenez le cas de l'Algérie, c'est ahurissant qu'il y a eu élection, que les gens choisissent des gens pour les représenter, et que un groupe de types qui, je ne sais pas quelle légalité ils ont d'avoir le pouvoir, viennent mettre ces gens-là en prison et essayer d'éliminer toute possibilité de choix du peuple. Alors là, ça mène à la catastrophe. C'est la catastrophe qu'on est en train de voir. Mais ce que je voulais dire aussi en Algérie, c'est quand même la régissance du fils, ça se fait pas aussi sans problème. Il y a aussi quand même, notamment toutes ces femmes dont j'en connais beaucoup, des femmes d'Alger notamment, qui vivent mal le fait que, par exemple, peuvent plus aller sur la plage, plus se promener le soir sans se faire agresser. Ces choses-là. Franchement, il faut ces choses. L'Algérie et plusieurs autres pays musulmans, ils ont des problèmes beaucoup plus grands qu'aller dans la plage. Les gens ne mangent pas leur faim, il y a pas de travail, il y a la corruption, il y a la misère, il y a etc. Ce que je veux dire, c'est que laissez ces peuples choisir le gouvernement. Si le peuple algérien a choisi le fils, pourquoi on tabasse le fils et on fout en prison? C'est le choix du peuple algérien. Il y a eu des élections libres en Algérie. Il y a eu un coup d'État qui a arrêté ces élections. Le peuple était assez éduqué, assez éduquer la démocratie pour choisir un... Alors là, on rentre dans la... Non, mais... Là, on rentre dans disons... C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit, exactement. C'est le langage colonial. Alors, ça veut dire que ce peuple-là n'est pas éduqué assez pour choisir ses gouvernants. C'est grave. Moi, je fais confiance au peuple. Par exemple, les autres pays qui ont choisi leur gouvernant, ils n'ont pas de problème. La Jordanie, il y a la démocratie algérienne, ils n'ont pas de problème. La Turquie, ils n'ont pas de problème. Le Pakistan, dans une certaine mesure, il a la démocratie, ils n'ont pas de problème. D'ailleurs, le président de la République a fait une décision et le tribunal suprême l'a changé par décret du commissaire et ça a été obéi, le tribunal a été obéi. La Malaisie n'a pas de problème. Le Maroc, dans une certaine mesure, aussi n'a pas de problème. Donc, l'Algérie a un problème parce que c'est un problème artificiel qui est créé. Monsieur Kettani, vous nous avez parlé, vous nous dites que vous détestez toutes sortes de violences. Bien sûr. Mais dites-moi, quel commentaire feriez-vous à propos de Salman Rushdie, c'est-à-dire cet écrivain qui avait écrit les versets sataniques. Et c'était c'était le gouvernement iranien qui avait dit qui voulait la mort de cet auteur parce qu'il avait écrit un livre de fiction. Mais c'est quand même de la violence. C'est une violence qui a été faite publique même. Pour utiliser ce problème en dehors de toute proportion. Mais vous ne pouvez quand même pas nier que Salman Rushdie se doit de se cacher. Ni Salman Rushdie est un grand auteur, ni ce qu'il a écrit vraiment vaut la peine de lire. Et il y a des choses beaucoup plus importantes. La question n'est pas s'il est un grand auteur. La question c'est qu'il est menacé pour avoir écrit un livre. Mais moi je vous dis que tout un peuple est en train d'être génocidé, en train de détruire et le monde ne dit rien du tout. Vous
vous me parlez d'une personne, un peuple, le peuple bosniaque, on va l'exterminer. Et le monde est en train de voir. Je crois qu'on s'éloigne du sujet là. Enfin. Non, moi, je ne veux pas parler. Vraiment, Vous parlez des principes sur... On parle de principe, on ne parle pas d'individu. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on réponde. Est-ce que Shima peut répondre à la question? Parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de principe. Mais c'est ça, si vous allez parler des principes, des principes partout. Oui, c'est vrai. Partout. Okay. Disons qu'on parle présentement de Salman Rushdie, du cas de Salman Rushdie. OK. Qu'il soit un bon auteur ou non, ce n'est pas la question. Il a écrit un livre, que le livre soit bon ou non, ce n'est pas la question. Il a écrit un livre qui était un livre de fiction et qui, d'une certaine façon, pouvait peut-être ridiculiser la foi. Pour connaître qu'il n'était pas bon. C'était vraiment... Mais est-ce que c'est une raison pour annoncer que cette personne-là se doit de mourir et que tout bon musulman se doit d'essayer de tenter à la vie de cet écrivain? Parce qu'on ne peut quand même pas nier que cet écrivain a dû se cacher et que sa vie a été radicalement changée. Et que même le gouvernement iranien avait... Ok, c'est une question de principe que tu en fais. Oui, moi j'ai une question pour vous autres. Vous m'avez dit ce matin qu'on n'allait pas parler des choses politiques. Et maintenant, pour les dernières 15 minutes, on parle seulement sur le politique. C'est vrai. Alors, Monsieur Kétani sait nous enflammer sur ce sujet. J'aimerais que on va parler de ça, mais c'est pas ça pour que je suis venue. Je peux parler de politique. Enfin, j'ai introduit le sujet de Salman Rushdie parce qu'il a fait la manchette publique pendant quelques années. Et évidemment, ça se rattache directement avec le phénomène de violence. On peut peut-être changer de sujet. Alors, Shima, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire qu'on n'a pas apporté? Oui, j'aimerais vous dire à tout le monde que il y a vraiment beaucoup d'incompréhension sur l'islam. Et j'aimerais que on parle souvent. On parle plus souvent. Il faut parler. Il faut apprendre ce que nous croyons, ce que vous croyez. Et on va trouver que les murs qui sont construits sont des murs artificiels. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bonnes dans l'islam qu'on pense et qu'on veut partager avec la société. Vous m'avez demandé sur les règles. Pour moi, je vois que les règles sont là pour améliorer la société, pour construire une civilisation, pour diminuer les choses qui détruisent la société. C'est ça ce que j'interprète les règles. Mais la chose qui est à la fondation de l'islam, c'est l'esprit, la croyance en Dieu. Et vous-même, vous faites la prière combien de fois par jour? Oui, je fais la prière 5 fois par jour. En quoi faire la prière 5 fois par jour est un signe de croyance plus fervente que de la faire 3 fois par jour? Je fais pas ça comme un signe. Je fais ça parce que c'est ça. Une nécessité? Par nécessité? Pour moi, c'est dit dans... ça fait partie de ma religion. Et je fais, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour... Votre sérénité intérieure? C'est ça. C'est pour moi, c'est pas pour dire... Donc vous avez un besoin. Vous en avez un besoin. Et je suis vraiment... après que je fais ma prière, je me sens rafraîchie, je suis prête à faire les autres tâches. C'est pour moi, c'est vraiment personnel. Et c'est pas pour dire aux autres, voyez-moi, je fais mes prières. C'est pour moi, c'est vraiment personnel. Et ça ajoute vraiment beaucoup pour moi, pour l'esprit. Alors, ce sera tout pour notre première émission de Par-delà l'horizon. Nous tenons à remercier Shima Khan et Ali Kétani pour nous avoir entretenu de l'islam. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Ça va pas être trop chaud.